Je suis entrepreneur dans la beauté, dans l'industrie de la cosmétique depuis plus de 10 ans. J'ai eu ma marque, il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans et je forme aujourd'hui, je suis consultante. J'accompagne les marques et les étudiants aussi à éco-concevoir. Donc c'est un terme un peu fourre-tout. Donc nous allons en parler justement tout à l'heure de ces termes, ces nouveaux termes qui ne sont pas absolument pas une tendance. L'éco-conception en cosmétique va être une obligation. Et donc les marques aujourd'hui, vu les enjeux actuels, devront toutes intégrer justement cette méthode. Comment éco-concevoir nos produits de beauté aujourd'hui? Dans cosmétique, beauté, je mets évidemment l'hygiène, je mets le skincare, je mets le parfum, je mets le complément alimentaire, car tout, en fait, il faut partir d'un principe que tout vient du sol. Donc, on va parler d'éco-conception de la graine dans un sol jusqu'à la fin de vie du produit en filière de recyclage, notre consommation, la fin de vie d'un shampoing ou d'un dentifrice quand on crache dans le lavabo, où va ensuite le produit. Donc tout ça s'étudie aujourd'hui, se calcule et nécessite justement que nous, industriels, travaillons mieux, produisons mieux pour justement économiser nos ressources, l'eau d'une part, mais également notre biodiversité. Donc voilà, donc c'est les sujets dont nous allons parler tout à l'heure. Déjà, je me présente un petit peu. Sandrine Lecointe, moi je suis entrepreneur. Donc je suis dans l'industrie de la cosmétique depuis bien 11 ans maintenant. Je suis assez active dans sa transition écologique. J'ai déjà eu une marque de beauté, j'ai participé à pas mal de choses dans la création d'un laboratoire en innovation. Et je conçois depuis 3 ans aussi un matériau hydrosoluble dédié à l'industrie de la cosmétique. Et donc ça, c'est le projet OAN, qui est l'acronyme de « Offrir un avenir à nos enfants ». Pardon, c'est un peu d'émotion. Parce qu'on a réussi, ça y est, on est en plein brevet et levée de fonds. Donc voilà, après 3 ans et demi de recherche, on arrive à développer un matériau 100% hydrosoluble et pour le coup vraiment éco-responsable et évidemment éco-conçu. Aujourd'hui, j'accompagne en fait les entreprises à éco-concevoir. Je forme les étudiants. Je forme également les laboratoires, les entreprises en cosmétique, parfumerie, skincare, hygiène, compléments alimentaires. Donc toute l'industrie de la cosmétique, elle est assez vaste, pardon. Et donc je viens, donc avec l'invitation de Quarks, vous parler de comment aujourd'hui on peut concevoir la beauté de demain. Donc on est dans une industrie qui est tout le temps un petit peu mise de côté, où on nous parle tout le temps de cosmétique, c'est lié directement, on fait un lien avec le make-up, sauf que la cosmétique, c'est pas que du rouge à lèvres. La cosmétique aujourd'hui, en moyenne d'ailleurs, je sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous savez en moyenne combien de produits cosmétiques une femme en France utilise par jour ? Répondez pas tous à la fois. Alors, j'ai entendu par là 15, on se rapproche de ça. On est à 11 produits cosmétiques en moyenne par jour utilisés par une femme. Et vous savez, en comparaison, vis-à-vis de l'homme? Non. On est à 6. Alors, l'homme ne se maquille pas encore, il y a des produits, etc. Mais en général, on se brosse tous les dents. Pardon? Oui, c'est en cours, mais c'est encore très loin. Mais c'est en cours. Mais en tout cas, on se brosse tous ses dents, on se lave les cheveux, ça c'est de l'hygiène, le shampoing, le gel douche, le savon, tout ça, la mousse à raser, l'aftershave, le parfum, les déos, tout ça, ce sont des produits cosmétiques. Bon, alors donc tout ça... Ouais. Ouais. Eh ben, vous imaginez à l'intérieur le cocktail chimique que ça peut faire. En in et en out. Parce que le complément alimentaire, ce que je vous ai dit aussi, ça aussi on ingère. Et ça nous fait des petits trucs sympas des fois. Alors donc je vais vous donner quelques éléments de contexte. Hein. Je vais rien vous apprendre, mais j'aime bien commencer par là pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va, pour comprendre un petit peu quand on parle d'éco-conception, de comprendre le pourquoi, le comment. Et comme ça nous aide un petit peu à savoir où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Moi, je suis née par là. Et vous voyez, on arrive par ici, à grandes enjambées. On est passé de 4 à 8 milliards sur Terre, bientôt 9, hein, vous le voyez. Et en 50 ans, c'est dingue, mais on a quand même doublé notre population mondiale. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'ai appris dernièrement que chaque année, il y a 90 millions de personnes de plus sur la planète. Et ça, c'est le solde de décès-naissance chaque année. Donc ça veut dire que quand on est dans un univers où on s'est multiplié comme ça dans un espace-temps très court, inéluctablement, ça montre qu'on ne peut pas fonctionner, continuer à produire, à consommer et à gaspiller, comme ça. Donc nos ressources sont limitées, et c'est à nous, justement, industriels, de savoir, de changer et de mettre en place des choses, des méthodes pour produire mieux. Alors, notre modèle a des limites, donc ça on le sait, je ne vais pas vous passer trop de temps dessus. Donc il y a des limites qui sont planétaires et humaines, et donc des conséquences qui sont dramatiques sur bien des sujets. Hein. Et donc la biodiversité s'effondre, et ça n'a échappé à personne, mais notre industrie, elle dépend fortement d'elle, et donc du vivant, pour ses approvisionnements notamment. Et donc les enjeux sont tellement grands, l'impact gigantesque, qu'il ne faut absolument pas le minimiser. Alors, l'épuisement de nos ressources, on y est. On en parlait hier avec certaines personnes dans la salle. Comment dire ? On extrait trop vite par rapport à tous les stocks actuels qu'on a, et on les dilapide tous en surconsommant. Donc, vous voyez ici le pétrole. On annonce une fin du pétrole pour 2040-2050. Au niveau du sable, pour nos flacons en verre, pour les flacons de parfum, nous extrayons plus de sable que la Terre peut en produire. Au niveau de l'eau, on a dépassé la sixième. On a franchi la 6e limite planétaire en 2022. Et au niveau du vivant, on vit la 6e extinction de masse du vivant. Donc on doit passer justement d'une consommation aveugle, égoïste et infantile, avec du gâchis, beaucoup de gâchis, vers quelque chose, une production et une consommation qui est beaucoup plus durable, évidemment, plus mesurée aussi, et optimiser au maximum nos cycles de vie. Parce qu'on sait, pour fabriquer nos emballages, on a besoin de tout ça. Et si on n'a plus de matières premières comme le pétrole, l'eau, le sable, ça va être compliqué. Alors du coup, comment on fait justement pour mettre en place ce qui devient une nécessité dans nos industries, cette éco-conception, de se dire déjà qu'est-ce que c'est. Alors déjà, c'est l'ensemble de toutes les méthodes de production qui permet justement de diminuer les impacts environnementaux. Qu'on parle d'un produit ou d'un service, c'est exactement la même chose. Et derrière, on va travailler tout son cycle de vie. On va le voir tout à l'heure. Entamer cette démarche d'éco-conception, c'est aussi porter un nouveau regard sur les produits que l'on fabrique et que l'on consomme. C'est essayer aussi de les optimiser pour qu'ils aient les mêmes fonctionnalités, tout en réduisant évidemment l'impact sur les impacts écologiques. Et donc, l'éco-conception, c'est une démarche qui est complète et continue et qui répond à un problème causé par le changement climatique notamment, il n'y a pas que celui-là. Et donc, elle développe des outils de l'économie circulaire. Donc, je vous ai mis ici là, les 3 piliers du développement durable sur lesquels elle s'appuie. Alors, je rappelle quand même, le développement durable, c'est la notion qui définit le besoin de transition et de changement dont nous avons besoin pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que 80% des ressources naturelles, du coup, sont consommées par 20% de la population mondiale et que cela engendre des zones de grande richesse et de grande pauvreté. Donc, je ne vous l'apprends pas. Ça, c'est les ODD. C'est les 17 objectifs du développement durable. Donc, on a un agenda d'ici 2030. 2030, c'est quand même demain. Et donc, voilà, il se pose ces questions-là de comment assurer demain un accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'hygiène, à la santé pour tous, comment assurer cette protection de la biodiversité et lutter contre le changement qui arrive, le changement climatique et tous les autres. Donc les sociétés humaines qui entrent dans cette transition et doivent aussi repenser l'ensemble de toutes leurs activités. Et tout le monde est concerné par cette transition vers ce nouveau modèle de société pour qu'il soit plus durable. Et donc, ce que je redis à chaque fois, il est urgent d'agir. Alors, il y a 16 critères. Là, je ne vais pas tout dire, mais je vous en parle, enfin, je vous nomme les 6 que l'on met en avant
le plus souvent. Le premier étant la consommation d'eau. Quand on parle d'eau, c'est l'empreinte de l'eau virtuelle qu'on a derrière un produit. On a aussi la part de la toxicité humaine. Donc on parlait tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. On a également la toxicité environnementale, l'écotox, l'impact qui est aquatique ou bien terrestre, le changement climatique, donc ça c'est le sujet actuel, l'épuisement des ressources qui est non renouvelable et la surface également des terres qui sont occupées. Quid, s'il n'y a plus de surface, on fait comment ? Donc vous voyez ici que toute l'activité humaine, économique ou non, justement, a une influence sur l'environnement. Et donc suivre cette démarche d'éco-conception permet l'optimisation de l'emploi, des ressources justement, bien ciblées, et concerne aussi toute la production du produit. Et cette optimisation se manifeste par la réduction de l'énergie nécessaire, par la réduction aussi de la quantité des matières premières utilisées, et notamment de la pollution. Alors, quand on parle d'éco-conception, on parle aussi d'analyse du cycle de vie. Alors, je vous ai mis le schéma ici, qui est le plus souvent utilisé, c'est ce schéma en 6 points, où on a la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation et la fin de vie, et évidemment la partie extraction de matières premières. Nous, en cosmétique, on est plutôt vers ça. Donc, vous voyez, on a des sous-parties où justement toutes ces sous-étapes sont analysées et sont travaillées dès la conception d'un produit, dès l'idée du développement d'un produit. Donc justement, avoir cette vision précise d'un processus de développement de produit est essentiel aujourd'hui justement pour maîtriser tout cet ensemble du cycle de vie du produit, mais aussi pour maîtriser justement toutes les étapes qui sont critiques aujourd'hui pour gérer les risques, gérer les réglementations notamment. Et le but, évidemment, c'est de réduire de façon préventive les impacts environnementaux tout en conservant justement la qualité d'usage des produits. La liste de notre empreinte sur l'environnement, elle ne cesse de s'agrandir aujourd'hui, année après année. Alors vous l'avez compris, l'éco-conception, encore une fois, c'est vraiment un concept qui n'est pas à perdre de vue. Et souvent, on me demande à quoi sert une ACV, donc l'analyse du cycle de vie, pour un produit cosmétique. Alors moi, je vous ai listé 4 points, évidemment, je peux en donner une vingtaine. Le premier, c'est de mieux connaître les produits et de réorienter les productions des industriels. Le second point, c'est de faire évoluer le produit aussi et les process, de se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Donc du coup, on va pouvoir évoluer ou voire carrément choisir une autre direction sur des process utilisés. On va pouvoir évaluer aussi l'écotoxicité des molécules ou des matières qui contribuent à dégrader la note environnementale du produit et qui permet aussi de réaliser des économies assez importantes en supprimant certains intrants sources de pollution. Alors, notre industrie, faut savoir que l'industrie de la cosmétique, déjà, c'est une industrie donc, pétrochimique qui possède quand même 18% de la production mondiale d'hydrocarbures, donc c'est pas rien. Donc ça me fait marrer quand les politiques nous disent qu'on est une industrie qui est non essentielle. Elle est quand même responsable de 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle ici, on comptabilise le packaging, on comptabilise aussi la composition, la formulation, toute la fabrication, etc. Et en comparaison, je vous ai mis là 4,5% de gaz, des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est rien que pour l'aéronautique. Donc vous voyez ici un comparatif de notre industrie. C'est une industrie qui est aussi très polluante. Donc ça, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Vous avez peut-être des placards et des tiroirs dans cet état-là. Donc l'industrie cosmétique, aujourd'hui, elle génère 120 milliards d'unités de déchets par an. Et seuls 9% de ces emballages en plastique qui ont été produits ont été recyclés. Donc ça, c'est des sources qui datent de 2021. Ça n'a pas vraiment évolué depuis. Et c'est assez problématique. Alors, je vous passe ici des constats qu'on a au niveau justement de ces différents problèmes dans l'industrie. Quand on est en 2024, pardon, je n'ai pas changé la slide, on commande une palette d'ombre à paupières ou un blush. Vous voyez, c'est tout petit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est tout petit. Et aujourd'hui, on nous envoie ça dans des gros contenants. Évidemment, vous imaginez que derrière, il y a un problème d'air au niveau du transporteur.
Et ici, de l'autre côté, là, vous voyez, ça c'est une palette à personnaliser pour des adolescentes. Vous voyez la masse de matériaux qui est bon pour la poubelle. Parce qu'on va prendre chaque couleur dans un emballage, etc. Les emballages nous durent, honnêtement, c'est quoi, 5 minutes dans la main et ensuite ça finit directement à la poubelle. Donc il y a un truc qui ne va pas. Là, c'est la vue côté transporteur. On imagine quelque chose de quand même mieux rangé, un volume qui est optimisé. Tout de suite, on se dit, bah, forcément, ça sera un petit peu mieux. On va avoir moins d'émissions carbone, on va avoir un gain de place partout, aussi bien dans les camions que chez nous. Un autre point aussi qui pose problème, c'est notre consommation. Nos salles de bain, nos tiroirs, nos placards. Voilà, je pose ça là. Un autre point encore, c'est les formulations, qui sont vraiment inquiétantes. Là, j'ai pris des formulations de produits bébés. Pourquoi on met autant d'ingrédients agressifs dans les produits cosmétiques dédiés aux enfants? Et tout ça, c'est des produits qu'on peut trouver en maternité. Donc c'est des choses où la peau de l'enfant vient de naître, tout de suite, on va attaquer avec des produits chimiques. Donc pourquoi un centre, un hôpital, une clinique où on cherche du bien-être nous propose ce type de choses? Un dernier point aussi, c'est les origines. Donc je vous l'ai dit, on parle de la graine jusqu'à la fin de vie. Et donc un produit cosmétique, avant qu'il devienne un produit cosmétique en plastique, à la base, il y a des sols et il y a des graines. Et donc ces origines, on se dit, ok, bah, très bien, mais ça poussait où, que ça grandit comment et qu'est-ce que ça génère derrière? Je ne pense pas que ce soit normal que quand on prend soin de soi dans la salle de bain, on se dise que derrière, notre huile de coco, elle a causé une déforestation massive, que des fleurs, etc., qui sont déjà en voie d'extinction, on continue à les récolter, etc. On a aussi un autre constat, c'est la complexité des emballages. Donc souvent, ils sont en plastique. Alors là, je vous ai mis 2 modèles. Si on observe ici le tube de dentifrice qui est là, c'est mou, c'est souple, c'est bien, ça a l'air simple. Pourtant, ça n'est pas tant que ça. Il faut savoir déjà qu'un tube de plastique, celui que vous avez dans votre salle de bain, il n'est pas pris en charge dans les filières de recyclage. Pourquoi? Parce que, c'est très haut, je ne peux pas mettre. Mais vous voyez, il y a plusieurs couches. Donc on a de la colle, du vernis, puis une autre couche de PE, puis après on va remettre une autre couche d'alu, histoire de mettre une barrière à quelque chose, et puis une autre colle, et puis une autre couche de plastique, etc. C'est à l'infini. Ça, personne ne sait le recycler aujourd'hui. Donc il y a des alternatives aujourd'hui, heureusement. Et là, ici, j'ai décomposé justement une pompe, la pompe d'un flacon de gel douche que vous avez tous également. La pompe n'ira jamais dans une filière de recyclage. Vous voyez tous les types de composants qu'elle possède. Vous n'imaginez pas des gens qui vont dépioter chaque élément dans les filières de recyclage. Donc, où ça finit, eh ben, ça sera incinéré ou enfoui. Et ça, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, derrière, il faut se dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur cette fin de vie. Donc là, je vous ai mis des chiffres, encore une fois, de 2021. 2022 sont exactement les mêmes, il n'y a pas de progression. Au niveau de l'acier, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'alu, c'est plus problématique. On n'est qu'à 58% de prise en charge. La filière papier-carton, c'est pareil, ça peut mieux faire. Au niveau du plastique, c'est une catastrophe. Et au niveau du verre, on n'est pas encore à 100%. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge dans les filières, soit à cause des décors, soit à cause, vous savez, des fois c'est sérigraphié, il y a des tampons, etc. Donc tout ce qui est décor d'un emballage, aujourd'hui, empêche sa fin de vie. Enfin, pas souvent, hein, mais... Alors pourquoi faire de l'éco-conception? Il faut se dire que de manière, l'entreprise, elle aura des obligations à venir. Et donc, elle doit être en mesure de fournir des éléments qui soient pertinents, significatifs, vérifiables et concrets. Ces quatre mots-là, on doit véritablement les connaître pour justement pouvoir prouver demain qu'on est véritablement éco-conçu.
Donc on doit démontrer justement qu'on peut mettre en place une filière, une démarche d'éco-conception et avoir une filière de A à Z qui est durable. Alors, quels sont les enjeux de l'éco-conception ? Alors, il y en a plusieurs, pareil. Je vous en ai donné 4. Le premier, c'est apporter une plus-value à l'entreprise. Le second, c'est de bénéficier. C'est des bénéfices, qui sont environnementaux et avec un impact sur la qualité du produit ou du service. Le troisième point, c'est de fédérer des équipes et attirer de nouveaux clients. C'est bien, hein, justement, ça montre que l'entreprise fait un pas vers du mieux. Et aussi, ça réduit considérablement les coûts. Alors, évidemment, éco-concevoir dans notre industrie, ça a des spécificités qui sont plus complexes que quand on éco-conçoit, je ne sais pas, un site internet, quand on fait de l'éco-conception dans les métiers de l'imprimerie ou pas, ou autre. Nous, on a des enjeux qui sont assez forts parce qu'on va devoir travailler, pérenniser notre filière au niveau du sourcing des matières premières. On va avoir un travail à faire sur la fabrication durable, donc comment transformer justement nos laboratoires vers des éco-laboratoires. Et en fin de vie, on a cette partie vers le consommateur où on doit promouvoir une consommation dite responsable. Dans la fabrication durable, j'entends quand même donc tout ce qu'on met en place. Peut-être vous avez entendu ces termes-là de zéro déchet. Peut-être que vous avez entendu aussi tout cet aspect de Made in France, donc vraiment de localiser au possible, en tout cas, nos productions, donc travailler vraiment sur des circuits courts, etc. Donc optimiser aussi des process industriels, hein, travailler avec de la chimie verte, etc. Donc il y a plein de choses justement qu'on doit faire entrer justement dans cet écosystème-là. Ah, voilà. Dans notre sourcing des matières premières, il y a quand même un gros sujet, c'est la prise de conscience du manque de naturalité qu'on a en France. Ça, c'est notre carte. Là, on est en 2020. La carte, elle a été faite en 2021. Donc 2021, vous voyez qu'on a un gros problème. On a perdu toutes nos zones de naturalité. Comment on source des plantes quand, aujourd'hui, on mène une guerre chimique aux vivants? Depuis 40 ans, on ne fait que ça. Donc forcément, si on a la peau terne, faut pas chercher plus loin. C'est que nos ingrédients poussent sur des sols qui sont pratiquement morts, où la fertilité est compliquée, et on doit justement faire toujours de mieux en mieux. Donc comment trouver des solutions, comment trouver justement à pérenniser nos filières quand on n'a plus de surface, quand on n'a plus de sol, et quand tout progressivement va être, parce qu'il va falloir travailler intelligemment, et on va prioriser évidemment nos ressources pour l'alimentaire. Nous, encore une fois, la cosmétique, ça sera mis de côté. Et c'est déjà ce qui se passe avec l'Espagne, où on a un problème au niveau des sols avec la sécheresse qui arrive, etc. Nos ingrédients ne sont plus prioritaires pour l'industrie de la cosmétique. Donc, on a cherché et on a trouvé beaucoup de solutions agricoles pour sourcer différemment nos ingrédients. Que ce soit des fleurs pour les parfums, que ce soit des ingrédients pour le skincare, etc. Aujourd'hui, on a des solutions de partout. Sauf que c'est toujours un petit peu compliqué quand elles sont éparses et pas industrialisables et pour produire avec du rendement qu'on attend en masse. Il y a ces nouvelles techniques, donc la polyculture, travailler en alternance. On a ce système justement de ferme verticale où on va faire pousser des plantes en hauteur. Donc soit, comme vous voyez ici, sous forme d'étagère, soit sinon c'est carrément des tours verticales. Et on a le système de l'aquaponie, où on va travailler justement en récupérant l'eau. Les plantes vont pousser, les racines vont pousser dans un bain de nutriments que les poissons justement amènent déjà. Donc il y a déjà plein de solutions au niveau agricole.
Donc ça, c'est pas mal. Et les marques, aujourd'hui, innovent aussi de plus en plus. Donc on parle aussi de la biotech. Et la biotech, c'est un petit peu l'avenir, parce que si on se dit qu'aujourd'hui, on fait cette guerre un petit peu au tout chimique, et on cherche à tout prix, justement, à garder un peu de la naturalité qu'on attend dans nos produits cosmétiques, on se dit que la biotech, c'est peut-être l'avenir, et que demain, tous nos produits seront issus de la biotech. Donc on a des solutions. Alors là, je vous passe un petit peu quelques exemples de nouvelles gestuelles de beauté. Peut-être que vous les avez déjà vues ou pas. On a des galéniques. Donc, c'est des textures que vous voyez. Oups, c'est là. Donc là, on a des shampoings, par exemple, en poudre. Vous avez compris que l'eau, il va falloir qu'on arrête d'en utiliser déjà dans nos formulations. Donc, on va trouver des nouvelles méthodes pour économiser l'eau. L'eau, vous l'avez chez vous encore. Donc, à nous, industriels, de travailler des formulations anhydres. Donc totalement sans eau. Pour ça, on a les shampoings en poudre, on a des solides que vous devez déjà connaître, utiliser. Mais du coup, en termes d'innovation, vous voyez ici, c'est un dissolvant pour les ongles. Donc les choses arrivent et on peut aujourd'hui produire de façon écologique parce que c'est fait sans eau, avec des procédés à froid. Donc on ne chauffe pas, donc on a une bonne analyse du cycle de vie, tout est local, tout est en circuit court, etc. Et on a aussi ce fonctionnement de recharge. Donc on va avoir un pot unique qu'on conserve chez soi. Et derrière, on vient recharger la petite crème quand elle est vide. Donc là, on jette évidemment moins d'emballage. Alors la crème libre, le matériau, c'est du béton. Voilà. D'autres éléments d'exemple, on a ce packaging ici qui là c'est un gel douche ou bien un shampoing sous forme de comprimé. Donc on vient infuser dans une bouteille en inox. On laisse infuser, vous imaginez un petit Doliprane, sauf que la taille du Doliprane, c'est votre gel douche ou votre shampoing. Ou ça peut être un démaquillant, ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut faire tout en infusion comme ça. Donc là, on a un gel douche, on met une pastille dans votre contenant et vous avez votre produit gel douche ou shampoing ou démaquillant ou que sais-je pour 1 mois, 2 mois, enfin la quantité que vous utilisez et la durée de temps de votre produit. Après, en termes de formulation, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est toute la partie upcycling. Là, on va récupérer, justement, on va valoriser tous les déchets agricoles. Donc là, on a la marque Cadalis qui utilise des déchets de bananes. Donc toute l'industrie Guadeloupe, enfin l'industrie de la bananeraie, je pense, qui se passe aux Antilles, elle va récupérer tous les déchets de bananes pour les récupérer. Donc elle a fait des actifs, etc. Donc elle exploite tout de la banane, du tronc, de l'écorce, de la fleur, la banane, la peau et l'intérieur également, pour en faire des actifs cosmétiques. Donc il y a 0 déchet ici. Et ensuite, il y a ces écolieux qui fleurissent de plus en plus. On voit des marques qui travaillent l'éco-conception et se disent « Ok, je ne peux plus sourcer mes ingrédients à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui, ça serait plus simple que je réalise justement mon usine où j'ai tous mes produits à portée de main, où je travaille en circuit court avec tous mes prestataires et que j'ai mes lavandes, mes ingrédients pour les compléments alimentaires à disposition. » L'Occitane le fait très bien, Chanel le fait très bien, mais aujourd'hui ça se déploie et beaucoup de marques développent ce type d'écolieu pour avoir tout à un endroit. Donc évidemment ça économise bien des transports. Il y a aussi le retail qui s'y met et qui se transforme de plus en plus également. Donc on va voir la pharmacie. Là c'est un exemple de pharmacie qui est à Paris. Pharmacie Opéra, vous pouvez y aller. Ils ont développé ce concept justement de coalition avec des marques. Donc là, c'est des grands groupes. On a Nux, on a... il y a plein de marques qui ont décidé d'avoir un flacon standard. Donc on arrête d'utiliser chacun avec son type de flacon, la petite pompe particulière, la forme du flacon particulier, etc. Aujourd'hui, on parle de standardisation et de récupérer justement, d'avoir une nouvelle gestuelle et d'aller en pharmacie, de recharger son flacon.
Donc il y en a d'autres qui se développent, mais là c'était le premier pilote qui est sorti l'année dernière. En parfumerie, vous voyez également, alors Thierry Mugler a sorti ça il y a bien longtemps, ça a été le premier, mais aujourd'hui ce concept de vrac en pharmacie avec les pompes où on peut carrément aller recharger directement chez Sephora son parfum, c'est aussi en train de se développer et ça marche, c'est ça qui est bien. Enfin, plus en parfumerie qu'en pharma actuellement, mais j'espère que ça va s'ouvrir. Et un autre exemple, c'est des initiatives qui sont assez culottées, je trouve. C'est la prise de parole de la présidente du laboratoire Expanscience, donc c'est la marque Mustela, qui a pris la parole en fin d'année sur BFM pour annoncer que justement, ils allaient retirer du marché, d'ici 2027, 20% de leur chiffre d'affaires qui concerne uniquement les lingettes pour les bébés. Parce que pendant 10 ans de création, ils se sont rendus compte qu'à force d'essayer de trouver des améliorations à ce type de produit, ils arrivaient jusqu'au bout du truc, de se dire que, OK, on a essayé la lingette biodégradable, mais elle est toujours impactante. On a essayé la lingette compostable, mais elle est toujours impactante. On a essayé la lingette plus petite, petit format, etc. Bref, ils ont tenté plein de trucs. Et au final, le fait est là, la lingette, c'est quand même le produit le plus dévastateur, si je puis dire, au même titre que des gobelets en plastique ou des pailles. Pour l'environnement, c'est juste affreux, ce type de produit-là. Donc, ils ont décidé d'annoncer la fin de ce type de produit d'ici 2027. Donc, c'est quand même un manque à gagner pour les entreprises de se dire comment on réussit à continuer une croissance tout en étant véritablement éco-responsable. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez culotté, parce que ce n'est pas du tout des modèles qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Et donc là, ça a été quand même... Alors, certaines personnes pourront dire que c'est un coup de pub, etc. Connaissant le laboratoire Expanscience, ce n'est pas un coup de pub. C'est vraiment des laboratoires. C'est un laboratoire qui est vraiment engagé dans justement le mieux produire et le mieux faire. Donc cette décision, en tout cas, marque l'industrie d'un nouveau tournant. Il y a aussi une autre initiative qui est hyper intéressante, c'est justement tous ces agriculteurs qui se rassemblent et qui rachètent. Donc là, ça date de 2017. Cœur Paysan, ils se sont rassemblés pour carrément acheter un supermarché et donc produire en circuit court directement le consommateur. Donc voilà, il y a des initiatives comme ça qui font partie de l'éco-conception et des choses où vous vous rendez peut-être pas compte, mais qu'en fait, vous aussi, vous êtes acteur dans votre salle de bain. Le fait de choisir un produit plutôt qu'un autre, une bouteille en plastique, donc choisir plutôt de la poudre ou un produit solide, est déjà un geste d'acteur pour demain. Donc en conclusion, voilà, on se rend bien compte, pardon, ça c'était la fin, je voulais juste vous dire qu'on se rend bien compte en fait qu'on est à la croisée des chemins et que les industries ne cessent de répéter qu'elles font des efforts, que le gouvernement prend des initiatives. Sur le plan mondial, on va juste dans la mauvaise direction. Et peut-être qu'il faut repenser notre rapport à l'usage unique, par exemple, ou celui aussi de notre façon juste de consommer. Et qu'il faut aussi revoir notre façon d'éduquer la population sur la gestion de nos déchets. Alors oui, il y a des décisions, elles sont parfois difficiles à prendre, des discours de vérité qui ne plaisent pas souvent à tous. Il y a beaucoup d'habitudes aussi à changer, mais je suis certaine que le collectif, ça sert à ça, parce que justement, on partage cette responsabilité. Et c'est pour ça que les réponses à apporter sont multiples, et l'éco-conception, ça reste un des moyens incontournables pour bifurquer et se transformer, à la condition d'en connaître l'histoire, c'est comme tout, de comprendre aussi les principes qui la régissent et sous réserve d'avoir pleinement conscience de ses limites. Ça, c'est ma phrase d'introduction que j'ai écrite dans le guide de l'éco-conception en cosmétique. Un livre qu'on a écrit en 3 mois avec des experts en cosmétique parce que justement, on a cette envie de transformer véritablement l'industrie et de se dire qu'on n'a plus le temps de parler et que maintenant, il faut agir. Donc, on vous a fait ce guide. Si l'industrie de la cosmétique vous intéresse, en tout cas, il y a pas mal d'infos dedans. Il est très accessible parce que du coup, j'accompagne des marques qui sont un petit peu dans plein de domaines, que ce soit la maroquinerie, qui veulent aussi déployer aussi des produits annexes. Du coup, on parle à tous, en tout cas, dans ce livre. Voilà. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? C'est bien, moi aussi j'étais claire. Ah, une. Bonjour, c'est juste pour avoir un complément à une information que vous avez donnée. Le taux de recyclage des emballages en plastique est de 9% et vous avez indiqué pour quelle raison. Qu'en est-il des emballages métalliques? Alors là, je l'avais ici. Alors au niveau de l'acier et de l'aluminium, on n'utilise pas beaucoup d'acier dans l'industrie de la cosmétique. Mais je l'ai mis quand même parce que c'était le graphique de Citeo. Nous, on utilise de l'aluminium et aujourd'hui, on est à 58% dans les filières de recyclage. Et pourquoi il y a très peu aujourd'hui? C'est parce qu'il y a cette histoire de décor, aussi bien sur le verre que sur du plastique ou de l'aluminium. Aujourd'hui, on a des décors qui empêchent la bonne recyclabilité, si vous voulez, des matériaux. Donc on peut mettre une étiquette, par exemple, vous voyez, une étiquette en plastique sur un matériau, sauf que derrière, dans les filières, si la colle utilisée est méga résistante, eh ben, elle ne va pas se décoller dans les bains. Voilà. Et donc forcément, on perd, et ils ne vont pas passer 3 heures à chaque fois pour enlever une étiquette. Donc ça ne se décolle pas. Ou des encres qui ne sont pas végétales et qui ne sont pas prises en charge également. Puis après, il y a aussi pas mal ces problèmes de petits éléments qui sont incrustés. Et à partir du moment où il y a du polymatériau, c'est mort. Oui. Donc c'est pour ça, du coup, qu'on doit absolument axer sur des emballages en monomatériaux. Oui. J'ai le micro. Ah. Alors, voilà. Merci. Je pense pour la loi concernant le recyclage de plastique, ça va changer très rapidement. Oui. Et il y aura des obligations. Et en fait, ce qu'on voit un peu, c'est qu'il n'y a que par les obligations réglementaires que les choses commencent sérieusement à bouger. Malheureusement, beaucoup plus que les initiatives plutôt rares où on voit le contraire. Et je pense que la même chose, ce serait vrai avec l'éco-conception, parce qu'en fait, la vraie éco-conception, ce serait quelque chose qui vient de l'industrie lui-même, et qu'aujourd'hui, les productions de produits, c'est géré par le R&D qui a une chouette nouvelle idée pour faire un petit changement incrémental sur une substance existante pour améliorer légèrement, mais sans tenir compte de l'impact sur l'environnement ou la santé humaine en aval, et surtout quand on commence à arriver dans les grands tonnages, où on pourrait avoir des impacts très importants. Ouais. Est-ce qu'on voit ça notamment avec, par exemple, les plastifiants, le DEHP, qui est reprotoxique, mais qui est contaminé, la planète, malgré sa capacité de se biodégrader rapidement. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même que l'éco-conception, ça vient plutôt par exemple, le Green Deal avec la Commission et ses propositions de améliorer totalement les façons de faire les évaluations de risque qui visiblement ne sont pas assez efficaces aujourd'hui, et qu'on va passer dans the Safe and Sustainability by Design, qui est conceptuellement totalement différent, qui incorpore l'analyse de cycle de vie et aussi les dangerosités des substances de façon assez puissante en amont. Et comme j'avais dit pendant la présentation, je pense le besoin d'avoir des méthodologies qui nous permettent de faire ça très rapidement pour un grand nombre de substances, pour comparer les dangers de pas une ou deux substances, mais 50, 500. C'est essentiel qu'on va passer par là pour avoir une véritable éco-conception qui est mise en place du point de vue planétaire. Oui, mais totalement d'accord. Mais justement, il y a toutes ces lois qui sont en train d'évoluer et de changer. Donc aujourd'hui, faut les suivre de près, parce que au niveau du... là, je parlais des solutions type la consigne, de revenir à des choses un petit peu plus vertueuses, parce qu'on voit bien que les lois arrivent, mais très tardivement, nous mettent des obligations pour 2030, 2040, mais il faut déjà prendre le pas dès maintenant, en fait. Donc si on nous dit, par exemple, pour parler du plastique, si on nous dit, nous on utilise des microplastiques dans nos dentifrices, dans les gommages, etc., ou même d'autres types de produits, bref, on a une loi qui nous a dit, bah oui, on va arrêter, mais en 2040. On peut très bien arrêter avant, en fait. Qu'est-ce qui empêche le truc? Donc à nous aussi de prendre le devant, d'anticiper tout ça, quoi. Donc effectivement, oui, le temps qu'elles s'écrivent, oui, elles vont se faire, mais dans combien de temps? Et nous, on n'a plus le temps.
Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Je rebondis un petit peu sur ce qui est dit. C'est par rapport au packaging sous forme de comprimé. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui présente ses produits qui s'appelle 900 Care. Je pense que vous connaissez. C'est du dentifrice qui vend sous forme de comprimé ou du shampoing, du savon, avec un petit flacon réutilisable. Alors, il y a beaucoup de marketing et au final, le constat, c'est que le produit sous forme de comprimé est plus cher sur le long terme que ce qu'on va trouver dans les supermarchés. Et la question, c'est de savoir si il y aura des contraintes au final gouvernementales ou par des lois pour qu'en fait ces produits-là soient plus accessibles qu'un flacon de gel douche ou de shampoing ou de dentifrice dans les supermarchés. Parce que je pense qu'il vient de baisser ses prix. Hein, il vient tout juste de baisser ses prix. Il vient de baisser ses prix. C'est plus 900 Care, c'est 600 Care. Et il vient de baisser de 20%, je crois, tous ses tarifs. Oui, parce qu'en en fait, finalement, le consommateur, lui, quand il va faire ses courses, surtout dans la période où on est, l'inflation et compagnie, il va chercher au moins cher. Et si on propose des produits, on va dire éco-conçus, plus accessibles pour le grand public, peut-être que ça avancera plus vite. Est-ce qu'il y aura des contraintes la problématique, alors oui, il y en aura toujours des contraintes. La problématique de pourquoi un produit naturel est plus cher, c'est que vous avez compris derrière qu'on passe par des ingrédients, donc on va sourcer des ingrédients qui sont riches en nutriments, donc bio ou pas, mais en tout cas naturels. On va travailler cette filière-là, donc on va travailler des agriculteurs qui aiment cultiver, qui aiment les plantes, etc. Donc on ressent un petit peu tout ça derrière une plante. Donc ça se paye. Et forcément, derrière, on va travailler aussi avec un packaging un petit peu plus sympa, un petit peu plus design, un petit peu plus pensé, écolo, etc. Mais ça aussi, ça a un coût énorme sur le packaging, le choix du packaging. Et malheureusement, le choix d'un pack, ça coûte plus cher que la formule à l'intérieur. Mais voilà. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. L'éco-conception, à mon avis, ce qui est très bien, c'est qu'elle est très centrée sur un métier que vous maîtrisez parfaitement. Et par rapport à l'ensemble des secteurs d'activité, je pense que l'idée, c'est de se poser la question si ces stratégies peuvent être déclinées dans d'autres univers. Et du coup, nous qui travaillons avec plein de secteurs d'activité différents, on voit un point commun dans tout cela, c'est le fait qu'au moment où on conçoit quelque chose, il va falloir penser à où est-ce qu'on va se l'approvisionner. Donc c'est vraiment la question du sourcing qui est au tout début avant parler de la fabrication et du changement d'échelle, comment on fait techniquement pour trouver les quantités. C'est la question de se poser dès le laboratoire sur ah oui, mais là j'ai pris 3 millilitres de ce truc-là, ça marche super bien. Bon go, on y va. Ah ça rencontre du succès sur le marché. Ah tiens, on en produit 10 tonnes et boum, la catastrophe, on se retrouve dans comment je gère mes déchets ou comment je fais pour ne plus raser une forêt. Là c'est un peu tard, quoi. Donc du coup, on se retrouve au niveau de l'éco-conception tout au début de la chaîne de l'invention, de l'innovation. Et donc c'est le monde du laboratoire. Et d'un autre côté, on a besoin, du coup, pour prendre des décisions, d'avoir de la data, d'avoir des informations. Et les informations, du coup, on va les chercher chez qui? Chez ceux qui mettent à disposition des ingrédients. Et on a une logique dans la prévention des risques chimiques qui est cette obligation de transmettre une fiche de données de sécurité partout dans le monde et d'en avoir une récente de moins de 3 ans partout dans le monde. Parce que les gens se sont dit, oh là là, c'est pas bien, les produits chimiques, c'est dangereux. Donc on va prévenir les risques et on va faire un document. Voilà. Alors après, toute la gestion de ce document, c'est un petit peu fastidieux parce que c'est du PDF. Mais il y a des outils maintenant pour digitaliser ça automatiquement. Et à la journée de l'environnement à l'UTS, auquel on a été convié par Anne-Sophie, on a eu des échanges avec des personnes qui, dans le bâtiment, disposent de FDES, des fiches de données environnementales et sociétales, quelque chose comme ça, qui reprennent en gros tous les résultats de l'ACV des ingrédients, donc de l'analyse de cycle de vie, des matériaux qui vont être utilisés dans la construction,
on a une norme française, il y a une autre norme européenne, visiblement c'est pas aligné parce que c'était la question du monsieur, c'est-à-dire on s'est cassé la tête à faire des super ACV en France avec un dispositif, mais c'est applicable qu'au bâtiment et dès qu'on veut aller à l'étranger, du coup c'est pas valable. Donc du coup on a un problème quand même de méthodo sur les ACV, avoir une normalisation au niveau international sur comment faire une analyse de cycle de vie qui vaut quelque chose, puis après comment on fait pour transmettre cette information et qu'on rende obligatoire la transmission de cette information, parce que sinon dans le laboratoire quand on va faire sa conception, on ne saura pas comment faire le bon choix entre les centaines, les milliers ou les centaines de milliers d'ingrédients qui peuvent exister, rapport à la question de Paul là tout à l'heure. Parce que l'idée, c'est ça, c'est ensuite de pouvoir analyser des datas qui sont fournies, parce que sur la notion de consommation d'eau et consommation de carbone, jamais on pourra faire une analyse en laboratoire pour la deviner. Ça, c'est une information qui doit être transmise obligatoire par les fournisseurs d'ingrédients. Donc, en remontant la chaîne, il faut que des initiatives comme celles qu'on a vues dans le domaine cosmétique, des formulateurs de produits cosmétiques se rapprochent de leurs fournisseurs pour travailler ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est des initiatives privées, particulières, entre certains grands groupes et certains types de formulateurs, et que c'est pas du tout une démarche organisée pour aller efficace avec de l'impact au niveau international. Je me trompe ? Non, c'est exactement ça. En fait, on est jeunes, donc on apprend. Et donc nos ingrédientiers aujourd'hui sont aussi en train d'apprendre. Et donc on essaye de se transformer. Je vous ai dit, on essaye vraiment on est dans une période où l'industrie de la cosmétique est en pleine gestion du risque. Mais risque global. C'est une histoire de systémie. Tout est lié, quoi. L'eau, le climat, etc. Donc on travaille aussi, nos ingrédientiers travaillent. Donc les ingrédientiers, ceux qui travaillent les actifs, la conception d'un actif cosmétique, mais aussi les agriculteurs. À eux de travailler la mise en place d'une analyse du cycle de vie. À eux de travailler, c'est quoi leur bilan matière, leur bilan eau, l'empreinte eau, l'empreinte carbone, etc. Oui, mais ok, mais est-ce qu'ils connaissent les attendus ? En fait, si un agriculteur travaille sur son analyse de cycle de vie, est-ce qu'il y a un ensemble de data obligatoires à fournir ? Parce que là, je parle pour Gilles, qui se retourne et me regarde. Il me dit, moi, je veux bien faire des trucs super intelligents en intelligence artificielle, mais il me faut de la data structurée et puis transmise toujours de la même manière. Il y a un référentiel qui existe ? Non, il n'y a pas de référentiel, pas encore. Mais par contre, il y a 80% des agriculteurs aujourd'hui en France qui sont conscients qu'ils doivent nous donner, en tout cas, ces informations-là. Mais après, il n'y a pas de référentiel écrit, c'est en train de s'écrire. Donc si on fait un petit parallèle avec les fiches de données de sécurité, pendant 30 ans, c'était le bordel jusqu'à ce qu'on fasse la FDS en 16 points. Sauf que nous, j'espère en tout cas, j'espère que ça aille beaucoup plus vite parce qu'on a quand même un affichage environnemental qui est prévu pour 2027. On n'a pas 30 ans devant nous. Non. Donc voilà, donc 2027, si demain on doit poser un affichage environnemental type, je sais pas, vous voyez les Planet-Score, les Nutri-Score, si nous on doit la poser sur un flacon de parfum, sur un complément alimentaire, un produit cosmétique, ça va être méga compliqué. Donc c'est pour ça qu'on travaille justement à travailler en masse l'éco-conception pour avoir toutes ces informations-là. Et nos ingrédientiers, enfin moi en tout cas ceux avec qui je travaille, sont informés et essayent de travailler justement le calcul de tout ça. Ok, donc ça c'est les ingrédientiers. Et les formulateurs, ceux qui ont la science de la beauté, de la formulation, ils récupèrent. Mais est-ce qu'ils savent faire le meilleur choix entre un produit biodégradable et un produit qui consomme moins d'eau et un produit qui va être meilleur pour le consommateur et puis quelque chose qui va être adapté à un bébé ? Quand il doit analyser tous ces paramètres, comment il fait pour choisir ? Faire des concessions, on ne peut pas être 100% parfait. Ça sera juste impossible. Oui. Donc il va falloir faire, ok, ça sera biodégradable, on va prioriser. Quelle est la proportion peut-être de biodégradabilité ? Qu'est-ce que si on a un impact, c'est sur le climat parce qu'il y a trop de transporteurs. La dernière fois, j'ai eu un ingrédientier qui m'a dit direct, avant que j'embraye quoi que ce soit, il m'a dit, ah mais Sandrine, moi j'ai fait mon ACV. J'ai dit super, je peux le voir. Et là je dis super, si l'ingrédient que je veux, si cet ingrédient-là vraiment est un coup de cœur, etc. Alors go, on y va, moi je le prends. Et en fait, je vois le résultat de la CV, et là je vois, mais c'est pire qu'un aller-retour à New York. Et je me dis, mais c'est quoi ce problème-là ? Pourquoi il est aussi impactant, en fait ? Et il me dit, en fait, parce que l'analyse du cycle de vie qui a été fait, ils ont pris en compte tous les commerciaux qui vendent l'actif aux quatre coins du monde. Donc forcément, les commerciaux, ils prennent l'avion. Donc une petite plante qui, au final, est biodégradable, qui est parfaite,
et ben juste elle a une incidence méga importante juste à cause de ses commerciaux. Donc, se pose aussi la question derrière comment l'entreprise va commercialiser cet ingrédient. Et est-ce que toutes les entreprises vont prendre en compte l'impact de leur service commercial? D'où le besoin du référentiel. Et puis vous qui vous donnez des cours sur la formulation et sur tout ça, est-ce que vous avez le sentiment que dans les formations de formulateurs en produits cosmétiques, au-delà des aspects réglementaires, est-ce qu'on apprend aux gens les choses qui ne sont pas encore bien réglementées, qui sont justement tournées vers ces dimensions à regarder impérativement aujourd'hui, parce que c'est les produits qui vont être produits pendant 10 ans, tout ce qui sort aujourd'hui des labos, c'est ce qui va être produit dans les 10 prochaines années, quoi. Les cours sur l'éco-conception arrivent seulement maintenant, en fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans les écoles et voilà, j'ai espoir que ça bouge et je suis là pour. Bien, eh bien, parfait. Ah. Merci beaucoup. Du coup, je rebondis un petit peu à la volée. Pour rebondir sur l'aspect de recherche et développement, si j'ai bien compris, on a beaucoup de gens qui travaillent isolément. Et c'est peut-être un gros frein, on en parlera tout à l'heure sur justement la réplication de l'éco-conception. La question que je pose, c'est est-ce que par hasard, vous connaissez, vu qu'ils agissent d'une manière isolée, des gros acteurs, un peu comme ce que Mustela a fait, qui pourraient donner envie de passer à l'éco-conception en ouvrant leur processus. Par exemple, dans l'automobile, on a Toyota qui a ouvert ses brevets sur les moteurs à hydrogène et sur ses batteries électriques, justement pour aider l'adhésion de cette transition énergétique, parce que s'ils avaient conservé leur brevet et leur hégémonie pendant 20 ans, ils auraient dit ok, la transition, on ne l'aurait pas faite. Donc ils avaient un intérêt à le faire parce qu'ils se positionnaient en leader, et aussi parce qu'ils avaient la technologie qui devenait un standard. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la même chose? Est-ce qu'il y a des acteurs, des gros acteurs qui préparent ce genre de transition justement pour insuffler et se positionner en leader? Alors, il y avait cette solution-là sur le pack, mais sur la formulation, il n'y aura pas. Okay. Puis, il y a pas... Après, c'est un petit peu des recettes de cuisine, hein. Chacun s'approprie sa recette. La vraie transformation, elle doit venir du pack dans l'industrie. Il n'y a pas d'innovation en termes de galénique. La poudre, elle existe depuis les Sumériens. Le solide existe depuis... Enfin, bref, c'est vieux comme le monde. Il n'y a aucune innovation en termes de galénique pure. Après, le fait de formuler sans eau, c'est simple. Je pense qu'aujourd'hui, tous les labos savent le faire. Trouver les solutions, on les a. Là où il faut vraiment changer, c'est notre façon de consommer. C'est l'utilisation des packagings utilisés, en fait. Et après, effectivement, prendre des exemples justement d'entreprises comme ça c'est hyper inspirant de se dire, voilà, on a un produit qui n'est pas très bon, comment on fait? On va trouver des solutions. Ok, la seule solution, c'est on refuse. Donc on supprime du catalogue. Et ça, il y en a de plus en plus qui commencent à y penser. Donc, il y a 2 semaines, je formais une entreprise en complément alimentaire. On a vu toute la gamme. Ils ont fait sauter 2 produits de la gamme. Ils se sont dit, mais en fait, la cible n'est qu'un plus. On l'a fait juste pour répondre à un besoin sur les végans, etc. Au final, ce n'est pas un vrai besoin. Donc, ils ont carrément écarté 2 formulations sur 2 produits. Donc, on le voit, les gens commencent à se dire, OK, on va refuser. Et ça, c'est un petit peu la règle des 3 R, c'est le recyclage, réemployer, etc. Moi, j'aime bien mettre le refus en premier, parce que c'est simple de dire non, en fait. Vous allez au supermarché, on vous tend un sac en plastique pour mettre vos produits. Vous pouvez dire non merci, en fait. J'ai mon sac. Et donc, en formulation, c'est exactement pareil. On va dire, voilà, on peut proposer... là, je reviens en arrière, alors désolé pour les yeux, mais je reviens sur ce type de choses. Pour des enfants, il est où le besoin chez le bébé, en fait? De mettre du parfum sur un nourrisson avec des allergènes, etc. Bon, je ne vous fais pas le truc, mais il y en a qui le font. Il y a des produits qui existent pour. Donc, le premier geste, c'est de dire, OK, il faut peut-être faire des produits qui ont du sens, ou qui répondent à un besoin. Et notre industrie, elle est là, dans cette transformation-là, à se dire, on doit aussi raisonner, et non pas juste vendre, produire pour vendre, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.